Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la liquidation de la microfinance Comessi est un scandale qui éclabousse le système bancaire au Cameroun. Des épargnants dépités vivent dans la misère et le désarroi au regard de l'impossibilité d'entrer en possession de leur argent placé dans cette microfinance devenue insolvable depuis plusieurs années. Au-delà des zones d'ombre sur la procédure de liquidation, des questions se posent. Pourquoi les systèmes et les mécanismes de contrôle et de surveillance ont échoué à prévenir cette énième faillite d'une microfinance au Cameroun? C'est le dossier du 20h. À l'international, de vives tensions sont observées au Tchad et au Bénin, où sont prévues l'élection présidentielle le 11 avril prochain, alors que l'opposition tchadienne appelle au boycott de ce scrutin présidentiel. Des tensions sont observées dans plusieurs villes béninoises. Cela n'empêche pas les présidents de ces deux pays à être candidats à leur propre succession et mobiliser leurs militants pour la victoire lors du scrutin présidentiel. Nous ferons le point dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Cela fait plusieurs jours que des Camerounais font le pied de grue devant la direction générale de la microfinance Comessi, placée en liquidation. Ils cherchent en vain à entrer en possession de leur argent placé dans cette structure financière devenue insolvable depuis plusieurs années. Parmi ces Camerounais, il y en a qui sont partis de plusieurs villages, plusieurs localités qui passent la nuit à la belle étoile, s'exposant à des risques d'insécurité afin de comprendre comment cette microfinance s'est retrouvée en faillite, comment est-elle devenue insolvable, pourquoi ont-ils du mal à entrer en possession de leur argent placé dans cette microfinance depuis de nombreuses années. Un quotidien difficile dans la ville de Douala, c'est le constat que font Sédik Chouna et Sédik Ding dans ce reportage. Assise à même le sol depuis l'aube, Annie fait le pied de grue. Elle qui se retrouve dans la ville de Douala pour la première fois n'a que ses bagages comme seul refuge. Et cette dernière est un peu perdue. Je suis arrivée ce matin à 4 heures. Et c'est ma première fois à Douala. Je n'étais même jamais à Douala. Je connaissais Douala. Annie n'est pas la seule dans cette situation. Ils sont des centaines à se retrouver ici, devant l'établissement de microfinance Comessi à Akwa. Tous sont unanimes et réclament une seule chose. Je viens réclamer mon argent que Comessi a confisqué depuis plusieurs années. Je suis là depuis 4 heures. Je viens de Bafoussam. 2 millions et demi. Je suis arrivé depuis la nuit de dimanche à lundi à 1 heure. Alors, il y a ceux de Bafoussam qui sont là. J'ai trouvé une demoiselle à minuit. Ceux depuis mercredi ne sont pas encore reçus. J'ai une somme près de 1 800 000 que je réclame ici. Certains sont là depuis des heures et finissent même par s'endormir épuisés par l'attente. Une note de l'administration datant de février faisait pourtant l'annonce du paiement pour la fin du 10 mois des redevances de la microfinance auprès de ses clients. À notre arrivée sur les lieux, les grilles de la microfinance sont désespérément closes. Tentant d'entrer en contact avec la direction, nous n'avons eu aucun retour de ces derniers. Chose curieuse, aucune signature ne figure sur ce document. Selon des indiscrétions, les clients sont invités à remettre leur carnet de souscripteurs contre coupon. Une décision que ces derniers n'entendent pas de cette oreille. Et quand on va prendre mon carnet, je vais encore dire à mes enfants que l'argent est parti où? Non, je ne peux pas donner mon carnet. Comment? Il faut quelque chose pour me rassurer que... Yeah. Des réclament des sommes astronomiques à la microfinance, des redevances qui, pour certains, ont mis leurs activités au point mort. Je dis, j'ai fait des prêts d'argent, je parle du transport, quoi. Oui, parce que depuis que Comessi a gagné mon argent, je ne fais plus rien. Je suis calé. Depuis 2017, la microfinance a amorcé une véritable descente aux enfers, enregistrant des pertes sèches évaluées à près de 8,5 milliards de francs, plongeant ainsi des milliers de Camerounais dans la tourmente. Ces faillites de microfinance mettent en évidence des défaillances
et dysfonctionnements dans le système bancaire au Cameroun, entre les enquêtes bâclées sur la moralité parfois douteuse des promoteurs d'établissements financiers, les défauts de maîtrise des techniques de gestion d'établissements de microfinance, les experts soulignent également la faible efficacité des mécanismes de contrôle de surveillance au sein de la COBAC, le gendarme financier en Afrique centrale. D'autres détails avec Félix Chouna et Donald Brice Kamgan. Des épargnants aux abois devant des établissements de microfinance. Ces images se répètent au fil des années au Cameroun. Que ce soit la suite d'une faillite ou d'une mise en liquidation, les experts notent que l'échec de ces structures financières s'explique souvent par des violations des principes de gestion, notamment des normes prudentielles. Quand on parle des normes prudentielles par exemple, il y a un plafond de crédit au-delà duquel une institution financière ne doit pas aller en rapport avec ses réserves de garantie. Par exemple, je prends un exemple. Si vous avez comme réserve de garantie 100 millions, vous ne pouvez pas donner de crédit de 75 millions. Même de 50 millions, déjà, ça commence déjà à clignoter au rouge. On devrait savoir quel est leur parcours. Est-ce que préalablement, dans une vie antérieure, est-ce qu'ils n'ont pas eu, n'est-ce pas, des problèmes? Est-ce qu'ils n'ont pas eu des problèmes, par exemple, je vais dire, avec la gestion financière? Est-ce qu'ils n'ont pas été épinglés dans leurs affaires antérieures? Autre défaillance, cette fois de l'État et des institutions de police financière, une certaine complaisance dans les enquêtes de moralité des promoteurs, explique cet expert. Dans la sous-région CEMAC, la Commission bancaire d'Afrique centrale, la COBAC, assure la régularité des activités en amont et en aval des établissements financiers, mais dans les faits, les spécialistes notent comme une certaine absence de rigueur dans l'observation des structures opérant dans la sous-région. Il faudrait que le travail soit davantage mis, que l'accent soit davantage mis sur les établissements de microfinance que sur les grandes les banques de premier ordre. Il me semble que la COBAC reste très focus sur les banques de premier ordre plutôt que sur les établissements de microfinance. Pourtant, c'est plus sensible parce que ce sont les plus petits épargnants. En termes de dépôt, les microfinances représentent le principal acteur du secteur bancaire au Cameroun. En 2017, plus de 3 millions de Camerounais disposaient d'un compte dans les établissements de microfinance, une masse constituée essentiellement des petits épargnants. Parlons à présent de la fabrication et l'utilisation des faux documents officiels qui prospèrent dans la capitale. Selon le commissariat du 5e arrondissement de Yaoundé, des Camerounais spécialistes dans la fabrication de faux récépissés de cartes nationales d'identité et de faux diplômes ont été arrêtés. Leur mode opératoire et leurs techniques de fraude sont expliquées dans ce reportage de Joël Essengue et Guy Zogo. Loin de se démonter, Kwotu Aliou, qu'on voit ici en image, présumé contrefacteur de cartes nationales d'identité, a tenu à délivrer sa version face aux accusations formulées contre lui par le commissariat du 5e arrondissement à Yaoundé. J'ai ma carte à la police et ils m'ont jamais donné la carte. Je ne fais pas les faux. Je ne fais pas les faux. Regardez-moi bien. Pourtant, les faits tels que relatés par la police sont loin des affirmations du mis en cause. Lors d'une patrouille de routine, notre équipe motorisée, dans la nuit du 3 au 4 avril, a trouvé un individu suspect aux encablures du CHU. Il était minuit passé. Sa présence suspecte en ces lieux a conduit à son interpellation. Il a été conduit ici à la base. Dans ces vérifications, la police va finir par découvrir des faits troublants. En regardant son récépissé de carte d'identité pour l'identifier, on s'est rendu compte qu'il avait un récépissé qui indiquait qu'il a été délivré le 5 avril 2021. Or, nous étions encore dans la nuit du 3 au 4. C'est ça qui a attiré notre attention. De fil en aiguille, les interpellations des membres de ce groupe de présumés contrefacteurs vont alors se succéder. On l'a donc exploité. Il nous a fait comprendre que c'est une de ses connaissances, en l'occurrence quelqu'un avec qui il joue au 2-0, qui lui a fourni ce récépissé parce qu'il avait posé la difficulté à pouvoir se faire établir une carte d'identité. Il nous a permis d'interpeller ce deuxième individu qui avait également un récépissé faux. Quand on l'a également interrogé et exploité ce deuxième, il nous a donc conduit vers le troisième. La police met la main sur un véritable butin composé des imprimantes, des laptops, des appareils photo, des cachets portant les signatures de nombre de personnalités,
Tout un attirail qui permettait aux présumés contrefacteurs de fabriquer une pléthore de documents officiels. Dans la foulée, une descente au domicile du chef de cette bande a permis de faire une intrusion dans son quartier général. Devant la gravité de ces actes, la police rappelle aux usagers la conduite à tenir pour l'obtention des documents officiels. La population doit savoir que pour s'établir des documents officiels, il y a des endroits indiqués. Si c'est la carte d'identité, on sait que c'est dans des services de police et dans des postes d'identification. Quand un usager lui-même va se faire établir une carte sans jamais s'être présenté quelque part, ça veut dire qu'on vient seulement vous remettre un récépissé, alors que vous ne vous êtes pas présenté dans un service de police. C'est vraiment curieux. Donc il faudrait que les gens soient sensibilisés. Les présumés contrefacteurs, eux, seront présentés au procureur de la République. Durant l'année 2020, le nombre d'attaques commises par Boko Haram contre Camerounais était bien plus élevé qu'au Nigeria, au Tchad et au Niger réunis. C'est du moins ce que révèle Human Rights Watch dans son récent rapport. Cette organisation fait savoir que près de 80 Camerounais ont été tués durant ces 4 derniers mois dans la partie septentrionale. Cette organisation note que le dispositif sécuritaire est quelque peu insuffisant face à cette multiplication des attaques de la secte islamiste terroriste. Le gouvernement a été interpellé pour renforcer le dispositif sécuritaire. D'autres précisions sur ce rapport de Human Rights Watch, c'est dans ce reportage signé Julienne Berthebissaille. Le rapport du 5 avril de Human Rights Watch revient sur la série de 4 attaques perpétrées de décembre 2020 à mars 2021, avec comme bilan 80 personnes tuées dans les localités de Mozogo, Darak, Gouzoudou et Babline, à l'extrême nord Cameroun. La plus meurtrière, 14 morts sur le champ, survenait en tout début d'année le 8 janvier à Mozogo. De ces attaques, on enregistrait comme dégâts matériels des centaines de maisons incendiées. Human Rights Watch affirme avoir eu des entretiens avec plusieurs victimes et mené des enquêtes de terrain. Parmi les modes opératoires de Boko Haram, relève Human Rights Watch, les attentats suicides avec kamikazes. Face à cette insécurité montante à l'extrême nord, Human Rights Watch recommande au gouvernement de renforcer le dispositif sécuritaire dans les localités où des postes militaires ont été levés. Selon Hilaria Allegrosi, chercheuse à Human Rights Watch, un courrier a été transmis au ministère de la Défense. Un courrier resté jusqu'ici sans réponse. Depuis le déclenchement des attaques de Boko Haram en 2014, plus de 322 000 personnes ont fui leur village et 12 500 depuis 2020, mentionne le rapport de Human Rights Watch. Plus que 7 mois avant l'ouverture à la circulation des premiers kilomètres de l'autoroute Douala-Yaoundé, redoutant que les délais ne soient pas respectés, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, s'est rendu sur les lieux afin de s'enquérir de l'état d'avancement de ce projet autoroutier. Le plus grand défi de l'heure, c'est la construction de 2 voies de raccordement au centre urbain de Yaoundé et la nationale numéro 3 par Boumniébel. D'autres explications avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Voilà, allons-y. Plus que 7 mois et les 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala seront ouverts à la circulation. Le ministre des Travaux publics n'est pas passé par 4 chemins pour le marteler à l'entreprise chinoise qui exécute les travaux. Aucun glissement ne doit être envisagé. 30 octobre 2021, fini les travaux, l'autoroute entre en exploitation. Parce que les travaux préliminaires de fonctionnalité auront été réalisés. S'il faut les améliorer plus tard en termes d'ouvrage ou d'équipement, nous allons le faire. Donc, vous allez les aider à faire un rétro-planning. À partir d'aujourd'hui, que devons-nous faire? Nous allons voir et étudier tous les scénarios possibles et faire un planning en revenant vers la date d'aujourd'hui et voir quels sont les moyens qui nous sont nécessaires, que ce soit logistique ou bien matériel ou bien moyens humains, pour respecter ce délai-là. Sur le terrain, les travaux évoluent à un rythme satisfaisant, notamment entre le PK40 et le PK60. Les travaux se concentrent actuellement sur le réseau de drainage, d'assainissement, et on profite de quelques fenêtres de beau temps, vu qu'on est dans la saison de pluie.
L'enrobé et la pluie, ça ne rime pas. Sinon, les deux couches de fondation et de base ont été réalisées. Et comme vous avez vu, donc, on vient de commencer aujourd'hui la toute dernière couche d'enrobé de roulement de 6 cm. Donc, elle va parcourir du 40 jusqu'à nous rejoindre ici lorsque l'ouvrage sera achevé. La construction du pont sur la rivière Magnaï reste l'un des défis majeurs auxquels l'entreprise fait face jusqu'ici. Cet ouvrage, il sera achevé dans 2 mois, c'est-à-dire d'ici mai, il sera achevé, vu que le gros a été fait et on va raccorder avec le morceau de route qui reste sur les deux côtés. L'autre défi, et pas des moindres, demeure le raccordement de l'autoroute au réseau urbain de Yaoundé via Colbison et à la nationale numéro 3 par Boumniebel, soit respectivement 15 et 12 km à réaliser de part et d'autre. Les voies de raccordement vont se limiter selon les instructions sur le tracé existant. Ça, c'est une solution, on peut la qualifier d'intelligente, vu qu'elle va nous épargner des délais d'exécution. Elle va aussi s'achever en parfaite harmonie avec le délai d'achèvement de l'autoroute. Donc la route de raccordement permettra l'accessibilité à l'autoroute au temps voulu. Sur les 40 premiers kilomètres achevés depuis longtemps, la signalisation est d'ores et déjà pendant la construction d'un poste de péage OPK 0. Pour que l'autoroute entre en fonction seulement, il faut aussi qu'il y ait le péage d'entrée et de sortie. Oui. À tout le moins. Le premier, ici, et PK60. Conscient des difficultés, le ministre des Travaux publics a demandé à l'entreprise de travailler si nécessaire la nuit afin de tenir les délais d'achèvement des 20 km restants. Au plus tard en novembre 2021, la première phase de l'autoroute Yaoundé-Douala doit quitter définitivement les maquettes pour se vivre concrètement sur le terrain. L'attente n'a que trop duré. Comment se déroulent les cours de remise à niveau pour les élèves candidats aux examens officiels en fin d'année? Ils ont bénéficié d'une semaine supplémentaire avant la reprise des cours, notamment le troisième trimestre de l'année scolaire en 2020-2021. Des enseignants mettent l'accent sur des matières, des disciplines où les enfants ont du mal à avoir des moyennes suffisantes pour leur permettre d'affronter en toute sérénité les épreuves écrites des examens officiels en fin d'année. Autre précision dans ce reportage de Equa Claude et Kediara. Allez voir aussi assidus, on est loin de s'imaginer qu'ils font la classe en pleine période de vacances du second trimestre. Pourtant c'est bien le cas. Nous sommes au collège Saint-Michel à Douala et ses élèves, candidats aux examens officiels, s'adonnent de gaieté de cœur à leur cours de remise à niveau, tel qu'institué par le ministre des Enseignements secondaires. Nous avons remis les bulletins le 26. Ils sont reposés le 27, 28 et le lundi 29, nous avons repris les cours. Le jeudi saint, donc, nous avons rompu. Ils se sont reposés jusqu'au lundi de Pâques et nous avons repris ce matin. Jeudi, nous allons arrêter, ils iront en congé et le lundi 12, nous reprenons avec tout le cycle complet. En attendant le retour effectif des cours, il est question de multiplier les chapitres et les exercices pour rattraper les matières sur lesquelles les enseignants accusent du retard, mais surtout de faire un focus sur celles avec lesquelles les enfants ont du mal. Au collège évangélique situé au quartier New-Bell, c'est la même réalité qui nous accueille. La cour de récréation, habituellement bondie, est presque déserte. C'est dans les salles de classe qu'il faut aller chercher les enfants. Candidats aux examens officiels, ils sont alors en pleine préparation de la dernière ligne droite. Nous sommes en classe d'examen et l'examen approche. Nous devons être éveillés pour avoir un taux de réussite plus élevé que d'habitude. On a fait des exercices, on a fait quelques cours, beaucoup plus ces cours de maths puisque les élèves ont des difficultés. Et on a cherché à organiser des groupes d'études pour améliorer nos performances. Après ces cours de remise à niveau, les enseignants comptent bien rentrer dans la phase des travaux dirigés dès la rentrée du troisième trimestre. Au troisième trimestre, nous n'aurons plus qu'un mois et demi. Et pour nous, c'est réservé aux travaux dirigés, particulièrement aux travaux dirigés. Parce que notre souci, c'est que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes fixés en début d'année. Il faut dire
que les tout-petits inscrits au cours moyen deuxième année se situent dans la même tendance, puisqu'ils affronteront d'ici peu le premier vrai examen officiel de leur vie, à savoir le concours d'entrée en 6e. Dans ce chapitre éducation, il y a un manque criard d'équipement au lycée technique bilingue de Mbandjok. Là-bas, des élèves des filières couture, menuiserie, électrotechnique et autres réalisent des prouesses à la main, faute d'équipement adéquat et de machines dans les ateliers. Interpellés, les autorités demandent aux élèves et enseignants de faire de grandes réalisations avec de petits moyens. Reportage, Charles Melingui et Aek Cyril. Atelier de couture au lycée technique bilingue de Mbandjok, dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre. Les élèves présentent leur savoir-faire. Des nappes pour chaises et tables à manger, toutes faites à la main. Le lycée technique de Mbandjok n'a pas de machine. Nous n'avons pas de machine ici, c'est pour ça que nous allons faire les types de machines que nous n'avons pas. Nous devons avoir les fers et les signes. C'est pour ça que nous demandons au gouvernement de nous aider, que nous puissions avoir les machines ici dans cette école, afin que nous ne puissions faire ça à la main. Dans l'atelier de menuiserie, c'est également la débrouillardise. Faute d'équipement, tout se fait à la main. Nous faisons ceci avec la main parce que nous n'avons pas de machines pour nous faciliter la tâche. Nous n'avons pas la rabouteuse, la scie circulaire, la défonceuse, la perceuse. Il en est de la couture et de la menuiserie comme de l'électrotechnique. Ici, ce sont les coupures intempestives de l'énergie électrique qui plombent le travail. Et lorsque l'énergie n'est pas là, pendant que les enfants seraient en train d'exécuter les travaux en atelier, nous ne pouvons pas savoir l'effectivité du montage tant que l'énergie est absente. Parce qu'il faudrait tester. C'est en testant qu'on réalise que effectivement le montage a été exécuté sans défaut. Transformé en établissement secondaire d'enseignement technique bilingue, le lycée technique bilingue de Mbandjok souffre d'un manque criard d'équipements adéquats. Nous avons donc commencé cette année avec 6 spécialités. Et vous voyez par exemple la couture. Ils ont encore besoin de beaucoup de choses. Il n'y a pas de machine. Nous avons équipé juste d'une machine. Nous avons besoin de beaucoup plus de machines. Nous avons besoin de matériel. Nous avons également besoin des infrastructures. Parce que le lycée a grandi. Et tout seul, l'APE ne peut pas tout faire. Interpellés sur la question, les autorités administratives de Mbandjok encouragent élèves et enseignants à faire de grandes réalisations avec de petits moyens. Tout en les félicitant, nous les encourageons à continuer de se perfectionner parce que comme vous le savez, nous aurons besoin de leur technicité pour construire le Cameroun. Nous avons relevé quelques insuffisances au niveau de certains ateliers et nous pouvons dire que nous sommes persuadés de ne pas être les seuls sur toute l'étendue du territoire. Nous faisons bien avec le peu de moyens que nous avons. À la faveur des journées portes ouvertes organisées au sein de l'établissement, le lycée technique bilingue de Mbandjok se donne à voir malgré la modicité de ses moyens. La nation entière a rendu hommage à Sa Majesté Halim Hayatou Lamido de Garoua et haut commis de l'État, lui qui a été pendant près de 23 ans secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique chargé de la lutte contre les pandémies. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé publique, Mandaouda Malachié, représentant personnel du chef de l'État, Issa Tiroma Bakari, ministre de la République, et d'autres personnalités du Grand Nord ayant fait le déplacement pour l'accompagner à sa dernière demeure. Compte rendu avec Olivier Tsefo, Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Arrivé à l'aéroport international de Garoua, sous un soleil d'aplomb et dans une ambiance très lourde, la dépouille du Lamido Halim Garga Hayatou est accueillie avec tous les hommages et honneurs militaires dus à son rang d'autorité traditionnelle et au commis de l'État, mort en fonction. Ces obsèques officielles se dérouleront le 10 avril 2021 à Garoua, département de la Benoué, région du Nord. Devant un parterre d'habitants de Garoua, autorités administratives et traditionnelles, familles, amis, connaissances et autres curieux,
Gerbe de fleurs du couple présidentiel Paul et Chantal Biya. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, procède au rituel de circonstance. Une cérémonie brève, sobre et empreinte de solennité, exactement comme le secrétaire d'État Ali Mayatou a vécu. Que la famille aussi prenne l'exemple de papa Ali Majesté, parce qu'il était doux, très doux. Que sa famille, c'est lui qui va les succéder même. Il faut qu'il soit comme lui pour rassembler tous les fils et les filles de Garoua. Et dans le strict respect des mesures barrières, la dépouille de Sa Majesté Alim Garga Ayatou quitte l'esplanade de l'aéroport international de Garoua pour l'enterrement dans l'intimité au caveau familial. Le lamido de Garoua, Sa Majesté Alim Garga Ayatou, par ailleurs secrétaire d'État à la santé publique, en charge des épidémies et des pandémies, est décédé au petit matin du 4 avril à Yaoundé, de suite de maladie. Dans l'escale internationale, le 11 avril prochain, Tchadiens et Béninois doivent choisir leur président de la République. Dès lors, l'opposition tchadienne se mobilise contre cette élection, dénonçant des entraves au processus électoral. Au Bénin, des tensions sont observées dans plusieurs localités. Cela pourtant n'a pas empêché les présidents Idriss Déby Itno et Patrice Talon, candidats à leur propre succession, de mener leur campagne électorale, de mobiliser leurs militants et sympathisants pour remporter la victoire dès le premier tour. On fait le point avec Nadine Yambou. Moins d'une semaine de la présidentielle au Tchad, une bonne frange de l'opposition et la société civile appellent au boycott actif du scrutin prévu le 11 avril prochain. Critiquant une mascarade électorale, les partisans au boycott dénoncent l'absence d'une transparence et soutiennent que les conditions ne sont pas réunies pour une élection libre et crédible au regard des tensions et crises que traverse le pays. Des figures majeures de l'opposition tchadienne, dont Saleh Kezabo, qui s'était retiré du processus électoral, indique sur son compte officiel Twitter mener une campagne de boycott à travers le pays, appelant à une alternance au sommet de l'État. Dans le camp du parti au pouvoir, l'idée d'un report du scrutin est balayée d'un revers de la main. Dans les rues de N'Djamena et ses environs, les partisans d'Idriss Déby, candidat à un 6e mandat, sont mobilisés pour soutenir sa candidature. Idriss Déby Itno est attendu sur divers fronts, tels que le chômage des jeunes, l'accès à l'eau potable et l'électricité. Et sur le front de la campagne électorale pour la présidentielle au Bénin, les tensions demeurent vives. À la veille de ce scrutin prévu le 11 avril, des incidents ont été enregistrés dans plusieurs villes. Des manifestants opposant à un 2e mandat de Patrice Talon dénoncent une élection verrouillée et taillée sur mesure pour satisfaire les ambitions du président sortant. Plusieurs adversaires politiques, dont les dossiers de candidature ont été recalés, appellent à des manifestations à travers le pays. Au pouvoir depuis 5 ans, le président Patrice Talon avait initié une modification de la Constitution et du calendrier électoral. Et la nouvelle rallonge de plus d'1 mois, comparée à l'ancienne Constitution, est mal perçue au sein de la classe politique. Pour le gouvernement, cette polémique est tout simplement une mauvaise interprétation sur le calendrier électoral. Et les dernières heures de campagne se déroulent dans un climat de peur. Et en République centrafricaine, dans un document manuscrit adressé à la communauté nationale et internationale, le leader du groupe armé UPC prend officiellement l'engagement de se retirer de la coalition rebelle de la CPC, dénommée Coalition des Patriotes pour le Changement. Pour justifier son départ, Ali Darassa évoque les souffrances qu'endure le peuple centrafricain, plongé dans la misère, la crise humanitaire, la famine et l'insécurité. Il réitère par ailleurs son engagement au processus de paix de Khartoum, signé en février 2019.
Cette sortie du leader de l'unité pour la paix de la Centrafrique intervient quelques jours seulement après l'appel au dialogue lancé par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. C'est un épineux problème au Cameroun, la question du financement de la recherche. Elle est au cœur de la 8e édition des conférences scientifiques de la PIC-FOCAM Institute of Excellence. Pendant 2 jours, enseignants d'université et chercheurs ont noté le retard du Cameroun dans l'octroi des financements plus importants afin d'approfondir la recherche scientifique dans plusieurs domaines d'activité à même de permettre au Cameroun de s'adapter à la vie post-Covid-19. Reportage. C'est dans un contexte particulier, marqué par la résurgence du coronavirus, que s'est tenue cette 8e édition des conférences scientifiques de la PIC-FOCAM, Institute of Excellence. Et au cœur des réflexions justement, la question du financement de la recherche en contexte Covid. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Nous nous sommes rendus compte que chaque pays du monde utilisait les résultats des recherches technologiques dont il dispose pour résoudre les problèmes liés à la Covid, par exemple. Il y a des appareils pour respirer, il y a des médicaments, il y a aujourd'hui des vaccins. Donc, plusieurs pays sont en train de développer et sur tout le continent, vous ne voyez aucun pays qui vous propose même, n'est-ce pas, un début de développement en ce qui concerne le vaccin, tout simplement parce que nous avons depuis des années ignoré qu'il fallait investir dans la recherche. Ce ne sont pas des chercheurs qui manquent, mais ce sont des investissements. Pour les conférenciers, la Covid est une formidable opportunité pour le Cameroun, dans la mesure où la survenue de cette pandémie nous a rappelé combien nous étions en retard, au point de dépendre essentiellement de l'extérieur. Avant la Covid, il était difficile de regarder un virus au Cameroun. Mais aujourd'hui, c'est possible. Je peux déjà analyser les substances contenues dans une plante en quelques secondes. Pas à l'époque où il fallait mettre 4 semaines pour faire un dosage. Donc on a migré d'un pas. Parce que la pandémie a été l'occasion pour les pouvoirs publics de se rendre compte que le mot recherche au Cameroun est un phénomène de mode et non une réalité. Parce qu'il n'y a pas de recherche sans développement. Il n'y a pas de développement sans recherche. Les deux vont de pair. La Covid a montré l'incapacité du Cameroun à se prendre en charge. Et c'est dommage. Il me semble que c'est une opportunité qui va peut-être ouvrir enfin les yeux des décideurs pour leur montrer l'importance de la recherche par rapport au développement. Se déroulant en présentiel, dans le strict respect des mesures barrières et par visioconférence, pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, ce grand rendez-vous du donner et du recevoir a permis aux participants de s'abreuver à la source des découvertes ayant permis au Cameroun de contenir la Covid-19. L'exemple de l'artémisia. L'artémisinine n'est que 10% du contenu de l'artémisia. On parle de 200 substances actives. C'est pour ça que pour moi, utiliser artémisia, utiliser seulement les feuilles est une erreur. C'est pour ça qu'on fait face aux résistances. Nous avons une autre méthode pour l'utilisation de l'artémisia. Je ne vais pas le révéler ici, parce qu'il me faut le breveter. Nous allons mettre en place des plantes qui parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire des plantes riches en d'autres substances que la l'artémisinine. C'est ce que nous avons engagé dans l'étude phénologique et biochimique de cette plante. Nous ne venons pas du charlatanisme. Il faut le prouver scientifiquement. Au bout du compte, cette 8e édition, bien qu'organisée dans un contexte sanitaire difficile, a comblé les attentes. Les participants ont, comme d'habitude, développé des thématiques liées à leur recherche propre, c'est-à-dire à leur domaine de compétences, sur le thème des sciences agricoles, sur le thème de la technologie de communication, sur le thème de la technologie de développement industriel et sur plusieurs autres thèmes, comme par exemple l'extraction des plantes médicinales. Vivement la 9e édition des conférences scientifiques de la PIC-FOCAM Institute of Excellence. Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allan Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Allan. Obsèque officielle en l'honneur de Halim Hayatou ce jour à Garoua. Et tout le gratin politico-administratif s'est mobilisé pour l'accompagner à sa dernière demeure. En tête de file, c'était le ministre de la Santé publique, représentant personnel du chef de l'État, Manaouda Amalachi. Cérémonie sobre à Garoua, à l'esplanade du Lamida de Garoua. Occasion pour ses proches collaborateurs, également ceux de sa cour royale,
d'appeler ses successeurs à garantir l'unité et la cohésion sociale au sein de la famille royale, au sein de l'Amida de Garoua. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel, l'Equinoxoir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, la suite, Equinoxoir. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Armand Noutak, de Elie Diopma, Joseph René Mbotouzé et le docteur Joseph Jean-Paulin Bissoko. Nous prenons tout de suite la direction de Garoua où nous attend Sa Majesté Muller Jamal Abdul Nassi.